Bonjour mes amis, heureux de vous retrouver. Bon vendredi à vous. Regardez l'écran. Vous voyez un magnifique feu d'artifice, une belle boule de feu. Ceci est la sous-station de l'installation de pompage de pétrole de Krymskaya, dans le sud de la Russie, dans le kraï de Krasnodar. Elle se trouve sur la côte de la mer Noire et elle est responsable du pompage du pétrole vers le centre d'exportation de Novorossiysk. Et comme il s'agit de la sous-station, cela signifie que l'installation de pompage ne fonctionne pas parce qu'elle a besoin d'électricité, et l'électricité passe par la sous-station. Voilà. C'est pourquoi l'Ukraine l'a attaquée. Vous savez déjà comment cela fonctionne. Non seulement nous avons une photo, mais nous avons aussi une vidéo de la sous-station en feu. Une frappe nocturne a touché l'installation du pipeline pétrolier Krymskaya dans le kraï de Krasnodar, en Russie, déclenchant un incendie dans une sous-station électrique sur le site. L'installation fait partie de l'infrastructure de transport de pétrole, soutenant la logistique régionale. Et bien sûr, la géolocalisation a été effectuée à partir de cette même photo et vidéo. Laissez-moi vous montrer la carte où cela a été fait. Si vous voulez aller et zoomer sur Google Maps vers la ville de Krymskaya et, à proximité, l'installation de pompage de pétrole de Krymska, vous pouvez découvrir exactement où cette vidéo a été réalisée et où se trouve cette sous-station de 110 kW, ou plutôt, où elle se trouvait. Elle n'existe plus. Et tout cela fait partie du vaste ensemble de sanctions de l'Ukraine contre les exportations de pétrole russe et contre la capacité des Russes à tirer profit de la hausse des prix du pétrole. Ils ont attaqué Primorsk, Oust-Louga et Novorossiysk, 3 grands centres d'exportation de pétrole russe situés sur différentes mers, la mer Baltique ou la mer Noire. Ceci fait partie du centre d'exportation pétrolier de la mer Noire. Juste pour le fun, regardons aussi le moment où la sous-station a été touchée et où les lumières se sont éteintes dans la ville de Krymska. Regardez ça. Quelqu'un l'a filmé pour nous. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ils le font toujours. Attends un peu. Attends un peu. Boum et obscurité totale après cette explosion. D'abord ça devient orange, puis ça devient noir. Tu vois ce truc ? Ouah, c'est une explosion magnifique. Vous pensez que c'était tout, mes amis ? Eh bien non. C'était une attaque dans le kraï de Krasnodar. Maintenant, allons en Crimée occupée, car les drones ukrainiens ont semé le chaos. Ils ont frappé de nombreuses cibles différentes. Nous avons une vidéo de compilation et tout d'abord, je vais vous lire ce qu'ils ont détruit. Puis nous regarderons la vidéo. Un terminal de carburant à Feodosia est en feu. Beaucoup de belles images en proviennent. Un système de défense aérienne Buk M3 a été détruit à Suborizia. Un Tor M2 a été détruit à Donetsk. Un radar de contre-batterie Zopark 1M a été détruit. C'est le radar qui détecte d'où les Ukrainiens tirent à leur artillerie. Ce radar est chargé de déterminer exactement où le tir a eu lieu, d'obtenir ses coordonnées et de s'assurer que les Russes puissent ensuite guider leur artillerie vers l'endroit où l'explosion s'est produite du côté ukrainien. C'est un radar de contre-batterie. Des dépôts de ravitaillement à Soukhodilsk et dans la région de Rouansk, ainsi qu'une installation de stockage et de préparation de drones à Stepnia ont été touchés. La région de Donetsk a également été touchée. Maintenant, c'est une longue vidéo, mais elle est tellement belle. Il faut qu'on la regarde. Celle-ci, Feodosia, Crimée occupée. Ce dépôt de pétrole a été attaqué, je ne sais pas, au moins 4 ou 5 fois pendant toute cette guerre. Regardez ces réservoirs de pétrole, juste ici. Ils ne me semblent pas détruits, donc quelqu'un doit faire quelque chose. Heureusement, ce sont les drones ukrainiens, pour être plus précis, car ils sont généralement responsables des attaques contre la Crimée, Kuranesbo, ils prennent ces affaires en main et ils agissent. Ici, nous voyons une photo satellite de ce dépôt de pétrole de Feodosia avant toute destruction. Beaucoup de ces réservoirs de carburant, comme nous le verrons plus tard, ont déjà disparu. Mais certains sont encore là. Regardez celui-ci par exemple. Est-ce que ça vous paraît normal ? Non, on dirait une crêpe aplatie. Ce n'est pas à ça qu'un dépôt de pétrole devrait ressembler. Mais celui-ci, boum, il a été détruit. Complètement hors service, il dort avec les poissons. Voilà l'explosion. Ça a l'air magnifique. D'accord, avance rapide. Nous allons vers les entrepôts situés dans l'oblast de Donetsk. Boum en plein sur le toit. La première brûle. Passons maintenant à la deuxième, sans doute dans le mur. Ou sur le toit, voyons voir. Dans le mur, d'accord. 2 de ces entrepôts sont complètement en feu. C'est ce que j'aime voir. Passons au système de défense aérienne.
Maintenant, certains font remarquer que ce système précis de défense aérienne touché ici pourrait être un leurre russe, que ceci ici est un leurre. Je ne peux pas le confirmer. Regardez-moi ça. Ça vous paraît être du contreplaqué ? Ça peut être un leurre ou alors être réel, je ne peux pas le confirmer. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, c'est libéré maintenant. Même si c'était un leurre, le leurre est libéré. C'est bien aussi. Ici, avec ce système de défense aérienne et un radar que vous pouvez voir tourner au-dessus, il y a un équipage. L'équipage est déjà à côté. Et ce que ce drone a fait pour la première fois, vous voyez qu'il a raté cette fois-ci. Il est en fait revenu pour un deuxième passage. Il n'était pas bien positionné. Il a volé. Et l'opérateur a fait un deuxième passage, puis il l'a touché lors de ce deuxième passage. On constate l'absence d'équipage, je suppose donc qu'ils sont partis. Oui, sage décision. Et maintenant, on parle aussi d'un radar qui a été détruit. Bon, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, mais c'était une excellente compilation. À propos du dépôt de pétrole frappé à Féodosia, voici l'incendie pendant la nuit. Mais ça ressemblait à ça aussi le matin. Ça a brûlé pendant... D'ailleurs, c'est toujours en train de brûler. Au moment où vous regardez ceci, ce dépôt de pétrole de Féodosia est toujours en feu, comme vous pouvez le voir. Ce matin, vous passez devant et voilà ce que vous voyez. Magnifique. Vous vous rappelez la crêpe plate évoquée lors de la visite du dépôt de pétrole par drone ? C'est celle-ci. Celle-ci a été démilitarisée et complètement détruite il y a déjà presque 2 ans, lors d'une autre grande attaque contre ce dépôt de pétrole. Et c'était une attaque tellement spectaculaire que j'ai vraiment envie de la revoir. Ça s'est passé en octobre 2024, il y a 1 an et demi, n'est-ce pas ? Regardez-moi ça. S'il y a bien quelque chose de magnifique, c'est ça. C'est la définition même de la magnificence. C'est le dépôt de pétrole Feodosia en feu, alors qu'il était encore intact et prêt à brûler. Maintenant, il a déjà été touché à de nombreuses reprises. C'est comme une voiture d'occasion avec beaucoup de kilomètres. Vous savez de quoi je parle. Celui-ci était neuf et prêt. Et c'était le tout premier moment où il brûlait. C'est magnifique à regarder. 2024 octobre, mis complètement hors service. Juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, quelles sont les statistiques globales de ce dépôt pétrolier Feodosia ? Parce que beaucoup de drones s'y sont rendus et ont tout fait exploser. 24 réservoirs détruits, soit 73% du total. 2 réservoirs endommagés, soit 6%. Non endommagés, 7 réservoirs, soit 21%. Regardez ça. En vert, tout est intact. Jaune, endommagé, rouge, détruit. Et tout ça en 7 attaques différentes au cours des 4 dernières années, c'est fou. Ouais. Et il y a encore des réservoirs qui doivent être touchés. Et pour résumer ce sujet, voici à quoi ressemblaient ces crêpes dont j'ai parlé. Voilà à quoi ressemble un réservoir de carburant brûlé. Le fait est que vous ne pouvez pas éteindre ces incendies. Si celui-ci est rempli de pétrole brut, d'essence, de diesel, peu importe, c'est un feu chimique. Vous ne pouvez pas l'éteindre. C'est possible avec de la mousse, mais il en faut beaucoup. La Russie n'a pas d'équipe de pompiers très efficace. En général, ils laissent pour brûler jusqu'à épuisement du carburant. Voilà à quoi cela ressemble après combustion. Ces crêpes juste ici. Très bien, mes amis, allons voyager jusqu'à la Manche parce que nous n'avons jamais vu de convoi militarisé passer par la Manche ou autour des eaux du Royaume-Uni depuis toujours. Nous l'avons vu pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les convois alliés protégés traversaient en l'Atlantique et que les U-boots les attaquaient en meute. Nous en avons vu quelques-uns pendant la guerre froide, mais plus aucun depuis les années 90. Tous les navires, tout le transport maritime s'est fait sans escorte parce qu'il n'y en avait pas besoin. La Russie vient de changer cela. Cette photo montre un navire de guerre russe, l'amiral Grigorovitch. C'est une frégate qui escorte 2 pétroliers russes sanctionnés à travers la Manche. C'est l'une des premières fois qu'ils le font, ils ne l'ont fait que quelques fois auparavant. Mais oui, cela marque une nouvelle ère pour le transport maritime sur le continent européen. Parce que nous n'avons pas vu ces convois militarisés ou défendus, des convois armés depuis près de 30 ans, presque toute une génération, et cela vient juste d'arriver. Ils étaient en suivi ou surveillés par un navire de la marine britannique, le Royal Charlotte du Télégraphe.
La frégate russe Amiral Grigorovitch escortait le pétrolier Universal et le pétrolier Enigma. Ce sont deux noms étranges, je sais. Et cela intervient dans un contexte où, en mars, le Premier ministre britannique Starmer a donné aux forces spéciales et à la marine une autorisation spéciale pour détenir les pétroliers russes de la flotte Fantôme, les pétroliers de la flotte Fantôme et les cargos de la flotte Fantôme, les navires de la flotte Fantôme. Et cela a été une annonce publique à la marine et aux forces spéciales. Donc, ce que ce convoi escorté dit essentiellement aux Britanniques, c'est que Poutine fait un énorme doigt d'honneur à Starmer, qui a donné cette autorisation. Poutine a alors dit « D'accord, envoyons notre navire de guerre. Je suis totalement pour la détention de tous les navires de la flotte Fantôme russe, absolument tous, mais malheureusement, l'Estonie ne peut pas agir seule contre eux. Nous en avons arrêté certains pour les contrôler. La Finlande l'a fait, la Suède l'a fait, la France l'a fait, mais le Royaume-Uni, malheureusement, n'en a saisi aucun après cette annonce. Donc oui, pour donner suite aux paroles de Starmer, le Premier ministre britannique, ils doivent passer à l'action. Ils doivent détenir les navires de la flotte Fantôme russe. Sinon, Poutine continue de leur faire un énorme doigt d'honneur. Je veux dire, je pense que Poutine a plus peur des Finlandais que des Anglais, parce que les Finlandais ont réellement arrêté des navires russes avec des forces spéciales. La Russie a escorté les pétroliers de la flotte Fantôme Universal et Enigma à travers la Manche avec la frégate Amiral Grigorovitch, malgré les menaces du Royaume-Uni d'immobiliser de tels navires. Donc, les Russes disent en gros par là qu'ils s'en fichent, qu'ils n'en ont rien à faire des Britanniques parce qu'ils montrent qu'ils ne font jamais rien. C'est donc une occasion pour les Anglais de montrer ce qu'ils valent vraiment face à la Russie. Tu peux discuter avec eux, mais il faut d'abord leur botter les fesses, c'est ce que je dis toujours. Donc tu dois immobiliser leurs pétroliers et ensuite ils t'écouteront. C'est aussi simple que ça en continuant sur le sujet du peu de cas que les Russes font des Britanniques et du peu de respect qu'ils leur accordent. Voilà un exemple. Des sous-marins russes surpris en train de cibler des câbles et des pipelines britanniques, un sous-marin de classe Shark utilisé comme leurre. Pendant que des sous-marins UH opéraient secrètement, plus de 500 membres du personnel britannique les ont suivis pendant plus d'un mois sans être détectés. L'avertissement du Royaume-Uni à Poutine. Nous vous voyons. Il y aura des conséquences, oui, et je vais vous montrer cet avertissement du ministre de la Défense, John Healey. Regardez ça. Notre frégate a parcouru plusieurs milliers de milles nautiques et 500 membres du personnel britannique ont participé à la réponse. Et je fais cette déclaration pour dénoncer cette activité russe. Et au président Poutine, je dis « Nous vous voyons, nous voyons votre activité sur nos câbles et nos pipelines. Et vous devez savoir que toute tentative de les endommager ne sera pas tolérée et aura de graves conséquences. » Donc de graves conséquences, tout cela n'est que des mots. Endommager ou détruire des pipelines sous-marins ou des câbles Internet est tellement facile, les réparer est très coûteux, prend beaucoup de temps et demande beaucoup de main-d'œuvre, et les dégâts sont immenses. La Russie peut faire cela, et malheureusement, tant que les Européens continuent de parler sans agir, Poutine en rit. N'est-ce pas ? Il communique pas mais par l'action. Si vous voulez parler à Poutine, si vous voulez parler aux Russes, il faut agir, c'est comme ça. Vous pouvez utiliser des mots avec les Européens, mais avec les Russes, il faut utiliser vos poings. C'est ça, oui, j'adore cette phrase de Churchill. On ne peut pas raisonner avec un tigre quand on a la tête dans sa gueule. Ce n'est pas encore le cas. Mais le point, c'est que vous n'allez pas discuter avec un tigre, vous allez lui tirer dans le cou si nécessaire. Je pense que c'est le bon moment pour regarder une vidéo amusante. Ce genre de vidéo a commencé à apparaître l'année dernière. Donc cette technologie ou ce style a environ un an et demi. Mais je vous présente un drone ukrainien qui fait des joutes avec des drones russes. Je ne plaisante pas, vous pourriez penser que c'est un titre accrocheur, mais non. C'est en fait un drone avec une perche attachée qui assomme d'autres drones, des drones russes, les envoyant dormir avec les poissons. Et, regardez ça, je n'invente rien. C'est un drone ukrainien avec une perche et une ficelle attachée qui neutralise des drones russes, principalement des FPV et des Mavic DJI, des drones plus petits. Parfois le drone tombe avec eux, parfois non, et ce n'est pas une nouvelle technologie, elle a déjà environ 2 ans. C'est une méthode très primitive et simple pour faire ça, mais ça fonctionne. Et les Russes l'utilisent aussi, les deux camps l'utilisent. C'est juste amusant à regarder. C'est cool, regarde ça, c'est un tournoi de joute pour drones.
des joutes de drones. Ça pourrait vraiment devenir une compétition internationale. Donc quand je parle de prendre des mesures contre les Russes et que les Russes vous prennent au sérieux, je veux citer quelques pays que les Russes prennent réellement au sérieux. La Finlande et la Pologne. Pourquoi les Russes prennent-ils la Finlande au sérieux ? Parce que la Finlande n'a pas perdu la guerre d'hiver. Ils l'ont fait payer à Staline. Staline a été forcé de mettre fin à la guerre de continuation par un traité, sinon il aurait pu prendre la Finlande. Non, ils voulaient y mettre fin parce qu'ils ont, infligé une sacrée raclée à Staline. Donc Poutine connaît cette histoire, il respecte les Finlandais et leur détermination, il le sait. Il frappe fort. Peu importe, c'est une petite nation comparée à la Russie, mais ils frappent très fort. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la plus grande artillerie d'Europe, et pas seulement. La Finlande achète davantage d'obusiers automoteurs de 155 mm K9 à la République de Corée, la Corée du Sud. Actuellement, la Finlande possède environ 95 obusiers automoteurs K9 en provenance de Corée du Sud. Et ils en achètent plus d'une centaine de plus, ce qui porte leur total à plus de 200, et ils sont déjà la plus grande force d'artillerie en Europe. Ils ont une puissance de feu impressionnante, et Poutine est obligé de les respecter, non pas parce qu'ils parlent, mais parce qu'ils achètent simplement des armes et des munitions. C'est pareil pour la Pologne et pareil pour l'Estonie. Cela a en fait été signé tout récemment, le 9 avril c'est nouveau, tout récent. Hier, ça a été signé. Et ces 100 nouveaux obusiers sud-coréens, ils font peur aux Russes. Ils fonctionnent fort que sont rentables, très précis, et en posséder plus d'une centaine fait vraiment la différence pour illustrer ce que cela représente. La Finlande possède de l'artillerie de campagne, environ 800 canons des mortiers, environ 700 mortiers lourds, certains étant à double canon, comme vous pouvez le voir sur la photo. Très impressionnant. Peu courant dans les forces d'artillerie mondiales, ils impressionnent par leur puissance. L'artillerie à roquettes comprend environ 70 à 100 systèmes. Nous parlons de deux types différents de lance-roquettes multiples venant des États-Unis, donc l'artillerie finlandaise n'est pas à prendre à la légère. Certainement pas pour la Russie. Et l'infrastructure finlandaise est bien entretenue de l'autre côté de la frontière, tandis que l'infrastructure russe du côté russe est horrible, ce qui signifie qu'il n'y a pas de route, que c'est boueux et inondé chaque année. Cela fait une énorme différence, car en Finlande, les Gripen de Saab ont prouvé qu'ils pouvaient atterrir sur les autoroutes près de la frontière russe. Chaque autoroute pourrait être transformée en aérodrome si nécessaire. Mais du côté russe, rien de tout cela n'est possible, donc la Finlande a de quoi effrayer les Russes, tout comme les Polonais. Et c'est de cela dont je parle. Ce n'est pas une question de « on vous voit et il y aura des conséquences », il s'agit d'investir un demi-milliard de dollars dans l'artillerie et les obus. Pour continuer sur ce sujet, c'est ce que fait l'Estonie. Nous étions censés acheter pour 500 millions de dollars, d'euros de véhicules de combat d'infanterie. En observant la situation en Ukraine, on constate l'efficacité ou non des véhicules de combat d'infanterie et leur utilité. Notre ministre de la Défense a décidé d'arrêter cela et d'investir cet argent dans des systèmes radars, des drones, des munitions rôdeuses et toutes sortes de capacités de défense et d'attaque liées aux drones. Et je suis vraiment content qu'il fasse cela. Les véhicules de combat d'infanterie et les chars ont tous leur place sur le champ de bataille. L'infanterie reste l'une des capacités les plus importantes dans n'importe quelle armée aujourd'hui. Et je vous le dis, dans la guerre des drones, cela vient des Ukrainiens. L'infanterie est essentielle, mais elle doit être utilisée avec les drones. Donc l'Estonie a de l'infanterie, notre infanterie est solide, nous avons des CV-90 des véhicules de combat d'infanterie suédois. Nous allons prolonger leur durée de vie de 10 ans, mais nous n'allons pas en acheter de nouveaux. À la place, puis avec cet argent, on a 1 milliard d'euros, ce qui est une somme énorme pour les Estoniens. Nous allons acheter des capacités connectées aux drones pour la défense et l'attaque, et je suis tellement content. Prenons l'exemple de la défense anti-drone. Par exemple, l'Estonie se concentre en ce moment sur l'installation de systèmes de détection acoustique. Désolé pour le manque de précision ici. Ce genre de murs défensifs ou des dispositifs sont à l'écoute de ce qui vole dans les airs. D'habitude, les drones russes sont bruyants et lents, et les Ukrainiens se servent aussi de systèmes de détection acoustique contre les drones. Ils détectent d'où vient le son, et ils localisent de très précisément où va le drone, d'où il vient. Nous faisons exactement la même chose en ce moment. Le problème avec ça, juste pour illustrer la question de l'innovation, c'est que dès que vous investissez de l'argent dans quelque chose, c'est déjà dépassé. Le souci, c'est que la Russie s'est focalisée ces 2 ou 3 dernières années sur des drones plus silencieux. Ils modifient certains drones, même les drones Shahad, en abandonnant les moteurs à combustion interne pour passer à l'électrique, à des plateformes plus silencieuses.
Donc cela posera un problème pour nos systèmes de détection acoustique contre les drones. Par exemple, vous investissez 100 millions dans une défense anti-drone, et 2 ans plus tard, les Russes disposent de drones si silencieux qu'ils sont indétectables. Cela montre simplement qu'il faut être flexible. Nous avions ce plan d'acheter pour un demi-milliard de véhicules de combat d'infanterie. Je suis tellement content que le ministère estonien de la Défense soit assez flexible et intelligent pour tirer les leçons de l'Ukraine, s'adapter et concentrer cet argent maintenant sur la défense et l'attaque par drone. Ça me rend fier parce que je fais partie des forces de défense estoniennes. Je suis soldat de réserve, ce qui veut dire que s'il y a une mobilisation, j'irai. Je suis fier. Bravo, ministère estonien de la Défense. C'est essentiellement comme ça qu'un ministère entier, tire une leçon de l'Ukraine, l'adapte et prend une décision. Rapidement. Pour l'intégrer dans la guerre moderne, les capacités de défense modernes et les capacités offensives. Et j'en suis vraiment heureux. Voilà, mes amis, c'est tout pour ce vendredi. Je vous retrouverai chaque lundi, mercredi et vendredi. Si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous et devenez membre mensuel, et offrez-moi un café. Jusqu'à ma prochaine vidéo, Slava Ukrainia, et au revoir.